Le jour où j'ai entendu ces mots sortir de la bouche de ma propre fille, quelque chose s'est brisé en moi, un silence lourd, comme si le temps s'était figé dans ce couloir froid de l'étude notariale. « Je vais me débarrasser de toi, vieille femme. Dieu merci !» Sa voix résonnait encore dans mes oreilles, tandis que je restais immobile, caché derrière cette porte entr'ouverte, mon cœur battant si fort que j'avais peur qu'elle puisse l'entendre. Je m'appelle Mathilde Durand. À 68 ans, je pensais connaître toutes les douleurs que la vie pouvait infliger. J'ai enterré mon mari, j'ai survécu à un cancer, j'ai traversé des périodes de solitude si profondes que même les murs de ma maison semblaient en pleurer avec moi. Mais rien, absolument rien ne m'avait préparé à cette trahison. Emmanuelle, ma fille unique, venait de recevoir le plus beau cadeau qu'une mère puisse offrir. Une maison dans la résidence Les Peupliers, ce quartier élégant de Lyon où elle avait toujours rêvé d'habiter. Une résidence avec vue sur le Rhône, des appartements spacieux, des voisins distingués. J'avais vendu des bijoux de famille, utilisé toutes mes économies de professeur de littérature et même contracté un petit emprunt pour lui offrir ce bonheur, pour voir son sourire, pour qu'elle soit fière de sa vieille mère. Ce jour-là, dans l'étude de Monsieur Le Mercier, j'avais signé les papiers avec un mélange de fierté et de mélancolie. Je me souviens avoir regardé ma main ridée tenir ce stylo Mont Blanc que mon défunt mari m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. « Pierre, si tu pouvais voir notre fille maintenant », avais-je pensé en apposant ma signature sur l'acte de propriété. Emmanuelle était resplendissante dans son tailleur gris perle, ses cheveux châtains parfaitement coiffés, son parfum coûteux, laissant une trace subtile dans l'air austère du bureau. Elle avait cette assurance des gens qui réussissent, cette façon de parler aux autres comme si le temps leur était compté. Directrice marketing d'une grande entreprise de cosmétiques, elle jonglait entre réunions importantes et dîners d'affaires, me rappelant toujours, avec ce petit sourire condescendant, qu'elle n'avait pas une minute à elle. Pourtant, elle avait trouvé le temps de venir à cette signature. Elle avait même insisté pour que je sorte plus tôt, prétextant un rendez-vous urgent après. « Maman, on peut accélérer un peu? J'ai une visioconférence avec Milan dans 1 heure. » Je me souviens avoir pressé le pas, m'être excusé auprès de Monsieur Le Mercier pour cette précipitation. Toujours s'excuser, toujours s'effacer, pour ne pas déranger, pour ne pas être ce fardeau dont on me faisait sentir que j'étais devenue. Quand Monsieur Le Mercier nous a demandé de patienter dans la salle d'attente pendant qu'il préparait les derniers documents, j'ai prétexté vouloir utiliser les toilettes. C'est en revenant, en passant devant la porte de son bureau restée entr'ouverte, que j'ai vu Emmanuelle au téléphone. Elle parlait à voix basse, mais suffisamment fort pour que chaque mot s'imprime dans mon âme comme une brûlure. « Oui, c'est fait. Elle vient de signer... » Non, elle n'a rien soupçonné. Bien sûr que je me sens un peu coupable. Mais franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La garder chez moi à regarder ses émissions débiles toute la journée? Oui, je sais, c'est ma mère. Mais tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec une personne âgée qui dépend de toi. La maison des aînés est un endroit très bien. J'ai déjà visité. Dans 3 mois maximum, je te promets, je vais me débarrasser de cette vieille femme. Dieu merci. J'ai senti mes jambes faiblir sous moi. Je me suis appuyée contre le mur, la respiration coupée, comme si quelqu'un venait de me frapper en plein sternum. Ma propre fille, ma Emmanuelle, ce petit être que j'avais tenu contre ma poitrine pendant des nuits entières quand elle faisait ses dents. Cet enfant pour qui j'avais renoncé à une mutation dans une université prestigieuse parce qu'elle ne voulait pas changer d'école et quitter ses amis. Cette jeune femme que j'avais soutenue pendant son divorce difficile avec Jacques, gardant Camille, ma petite fille, pendant qu'elle reconstruisait sa carrière. Dans ce couloir froid, j'ai soudain vu défiler toute notre vie, les sacrifices, les nuits blanches, les petites attentions, les grandes décisions, tout ce que j'avais fait par amour, tout ce que j'avais donné sans compter. Et voilà comment elle me remerciait. En planifiant de m'envoyer dans une maison de retraite, dès que l'encre de ma signature serait sèche sur ce papier qui lui donnait ma maison. Je suis restée immobile pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit en moi. La douleur déchirante a commencé à se transformer, non pas en colère explosive, non pas en désir de confrontation immédiate, mais en une résolution froide, calculée,
presque sereine. Je me suis redressée lentement, j'ai lissé ma jupe, vérifié mon reflet dans le miroir du couloir. Mon visage était pâle, mais mes yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Alors c'est comme ça, me suis-je dit. Très bien, j'ai repris ma place dans la salle d'attente, souriant à Emmanuelle quand elle est sortie du bureau. Elle n'a rien remarqué. Pour elle, j'étais devenue transparente, une vieille femme sans importance, dont les sentiments ne comptaient plus. Elle ne pouvait pas imaginer que derrière mes rides se cachait encore un esprit vif, capable de planifier, de prévoir, de se défendre. Ce soir-là, rentrée dans ma maison du quartier de la Croix-Rousse, cette maison pleine de souvenirs que j'habitais depuis 40 ans, j'ai ouvert mon vieil agenda. J'ai commencé à noter des noms, des idées. Je ne pleurais plus. Une étrange énergie m'habitait. J'allais lui montrer, à ma fille si pressée de se débarrasser de moi, que la vieillesse n'est pas synonyme de faiblesse, que les années m'avaient peut-être courbé le dos, mais pas l'esprit. J'ai d'abord appelé Sylvie, ma meilleure amie depuis le lycée. Nous nous retrouvions chaque mardi au Café Lumière, près de la place Bellecour. Je savais qu'elle serait ma première alliée. Puis j'ai pensé à Antoine Dubois, qui dirigeait l'agence immobilière, où Emmanuelle irait forcément pour estimer la valeur de la maison. Et à Maître Fournier, cet avocat qui avait défendu mon mari lors d'un litige professionnel des années auparavant. Et à Claudine Moreau, cette assistante sociale que j'avais rencontrée lors d'une conférence sur les droits des personnes âgées. Un plan se formait dans mon esprit, précis, détaillé. Je connaissais ma fille mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Je pouvais prédire chacun de ses mouvements, chacune de ses décisions. Elle était tellement prévisible dans son égoïsme, tellement transparente dans sa cupidité. J'ai sorti d'un tiroir une vieille photo d'Emmanuelle enfant. Elle souriait, deux dents de lait manquantes, les cheveux en bataille, tenant fièrement un dessin qu'elle avait fait pour ma fête des mères. « Je t'aime, maman, pour toujours », avait-elle écrit de son écriture maladroite. Où était passé cet enfant? À quel moment avais-je perdu ma fille au profit de cette étrangère froide et calculatrice? Une larme a coulé sur la photographie, mais je l'ai vite essuyée. Ce n'était plus le temps des pleurs, c'était le temps de l'action. J'allais lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais, non pas par vengeance, mais par nécessité, pour ma survie, pour ma dignité, et peut-être, au fond, pour elle aussi, pour lui rappeler les valeurs que j'avais essayé de lui inculquer toute sa vie. Le lendemain matin, j'ai commencé à mettre mon plan à exécution. Premier appel. Monsieur le Mercier, le notaire. Il fallait qu'il sache que je n'étais pas aussi naïve qu'Emmanuelle le pensait, que j'avais entendu, que je savais, et surtout qu'il m'aide à préparer une surprise pour ma chère fille. Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui, pourquoi j'expose ainsi les failles de ma propre famille, les blessures de mon cœur de mère. D'où venez-vous, vous qui m'écoutez? Avez-vous déjà ressenti cette douleur, cette trahison venant de ceux que vous aimez le plus? Êtes-vous de Lyon comme moi, marchant peut-être dans ces mêmes rues où j'ai élaboré mon plan? Ma vie d'avant me semblait soudain appartenir à un autre monde. Pendant 40 ans, j'avais enseigné la littérature française au lycée Saint-Exupéry de Lyon. 40 années à transmettre ma passion pour Molière, Baudelaire et Simone de Beauvoir à des générations d'élèves. 40 années à corriger des dissertations le soir, à préparer des cours passionnés, à défendre l'importance de la culture quand les restrictions budgétaires menaçaient les sorties au théâtre. 40 années de dévouement, de petits salaires et de grandes satisfactions. Pierre, mon mari, travaillait dans l'édition. Nous nous étions rencontrés lors d'un salon du livre, alors que je cherchais des ouvrages pour mes élèves. Il avait ce regard doux, cette façon de parler des livres comme d'êtres vivants. Notre amour s'était construit autour des mots, des idées, des valeurs. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux dans notre appartement de la Croix-Rousse, ce quartier de Lyon où les Canuts, ces tisserands de soie, avaient autrefois travaillé et lutté pour leurs droits. Quand Emmanuelle est née, en 1982, nous avons décidé que je continuerais à enseigner. Pierre, plus flexible dans ses horaires, s'occupait souvent d'elle. Notre fille a grandi entourée de livres, bercée par nos conversations sur l'art, la politique, la justice sociale. Nous voulions en faire une femme libre, consciente, engagée. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses premières lectures,
Chaque étape de son développement nous remplissait de fierté. Elle était vive, curieuse, douée pour les études. À l'adolescence, elle a commencé à s'intéresser à la mode, aux marques. Nous avons mis cela sur le compte de l'âge, persuadés que les valeurs que nous lui avions transmises ressurgiraient plus tard. Le premier choc est venu quand elle a choisi d'étudier le marketing plutôt que les lettres ou le droit, comme nous l'espérions. « C'est là que se trouve l'argent, papa », avait-elle répondu à Pierre, qui lui demandait si cette voie la passionnait vraiment. Nous avons respecté son choix, bien sûr. Après tout, c'était sa vie. Nous l'avons soutenue financièrement pendant ses études, nous privant parfois pour lui offrir les stages à l'étranger qu'elle convoitait. Puis, elle a rencontré Fabien, un jeune homme ambitieux qui travaillait déjà dans une grande entreprise. Il avait une voiture allemande rutilante, un appartement moderne dans le 6e arrondissement et des théories très arrêtées sur la réussite et l'argent. Emmanuel était fasciné. Nous étions inquiets, mais nous nous sommes tus. On ne critique pas celui que sa fille aime, n'est-ce pas? Leur mariage a été somptueux, bien au-delà de nos moyens. J'ai vendu les boucles d'oreilles en diamant que ma mère m'avait léguées pour contribuer aux frais. Pierre a pris un crédit. Emmanuel voulait impressionner les parents de Fabien, des industriels fortunés du nord de la France, qui nous regardaient avec cette condescendance polie, réservée aux gens modestes. Camille est née un an plus tard, ma petite fille, ce rayon de soleil. J'ai immédiatement adoré ce bébé aux grands yeux curieux qui me rappelait tellement ceux d'Emmanuel enfant. Mais ma fille n'était pas comme moi. Elle a repris le travail très vite, gravissant les échelons dans son entreprise de cosmétiques avec une détermination que j'admirais secrètement, tout en m'inquiétant pour la petite. Quand Fabien est parti avec sa jeune assistante, laissant Emmanuel seul avec Camille, alors âgée de 8 ans, nous avons tout fait pour l'aider. Pierre était déjà malade à cette époque, un cancer du pancréas qui le rongeait lentement, mais il utilisait ses dernières forces pour s'occuper de Camille après l'école, pour préparer des repas, pour maintenir une normalité dans ce chaos. J'ai pris ma retraite anticipée pour être plus disponible. Nous avons accueilli Emmanuel et Camille chez nous pendant quelques mois, le temps qu'elle se remette du choc et trouve un nouveau logement. Elle était effondrée, vulnérable, presque redevenue notre petite fille qui avait besoin de réconfort. Et puis Pierre est mort, un soir d'automne, doucement, dans son sommeil. J'ai perdu mon compagnon de 43 ans, mon âme sœur, ma raison de vivre. Le monde s'est arrêté de tourner pendant des semaines. Je me souviens de Camille, du haut de ses 9 ans, me tenant la main pendant les funérailles, me murmurant « Ne t'inquiète pas, mamie, je vais m'occuper de toi maintenant. » Emmanuelle, elle, était déjà retournée travailler 3 jours après l'enterrement. « La vie continue, maman ?» m'avait-elle dit au téléphone. Papa n'aurait pas voulu que je laisse tomber le projet Milano. C'est ma chance d'avoir une promotion. Les années suivantes ont été difficiles. La solitude est une compagne cruelle. J'avais mes amis, bien sûr. Sylvie, qui venait prendre le thé chaque semaine. Marguerite, ma voisine, avec qui j'échangeais des livres. Mais les soirées étaient longues et les souvenirs parfois trop lourds à porter seuls. Camille grandissait, devenant une adolescente sensible et intelligente qui me rendait visite aussi souvent que sa mère le permettait. Elle adorait passer du temps dans mon petit jardin, à écouter mes histoires d'autrefois, à feuilleter les vieux albums photos. Tu étais vraiment comme ça, mamie, avec ses cheveux longs et ses robes à fleurs. Tu as manifesté en mai 68, tu as connu Simone de Beauvoir. Ces moments avec Camille étaient mes trésors, mais ils se faisaient de plus en plus rares. Emmanuelle avait été promue directrice marketing. Elle travaillait tard, voyageait souvent et considérait que nos bavardages nostalgiques, comme elle les appelait, n'étaient pas une priorité dans l'emploi du temps chargé de Camille. C'est vers cette époque que j'ai commencé à remarquer les petits commentaires d'Emmanuel sur ma maison. « Tu ne trouves pas que c'est devenu trop grand pour toi, maman ?» Ou « Tu arrives encore à monter ces escaliers tous les jours. Ce doit être épuisant à ton âge. » Ou encore « La maison des aînés a ouvert une nouvelle aile. Apparemment, c'est comme un hôtel 5 étoiles avec spa et tout. » Je faisais semblant de ne pas comprendre où elle voulait en venir. Ma maison, c'était toute ma vie. Chaque recoin contenait un souvenir de Pierre, un écho de notre bonheur passé. Les étagères, croulant sous les livres que nous avions lus ensemble. Le vieux piano sur lequel il jouait du Chopin les soirs d'hiver. Le cerisier qu'il avait planté pour la naissance d'Emmanuel et qui fleurissait encore chaque printemps, fidèle à sa promesse.
Puis est venu ce terrible jour où j'ai glissé dans ma salle de bain. Une chute bête qui m'a valu une hanche fracturée et 6 semaines d'hospitalisation. Emmanuelle a saisi cette occasion pour vider partiellement ma maison, prétextant qu'elle sécurisait les lieux pour mon retour. Des meubles avaient disparu, remplacés par des équipements médicalisés froids et impersonnels. Une partie de ma bibliothèque avait été rangée au grenier pour faire de la place. J'ai pleuré en secret, mais j'ai gardé le silence. À quoi bon protester? Emmanuelle ne m'écoutait plus depuis longtemps. Pour elle, j'étais devenue une charge, un problème à gérer entre 2 réunions importantes. Elle avait engagé une aide-soignante qui venait 2 heures par jour, une jeune femme gentille, mais pressée, qui regardait sa montre toutes les 5 minutes. C'est pendant ma convalescence que Camille a commencé à me rendre visite en cachette, après ses cours. À 16 ans, elle avait développé un esprit critique acéré et une sensibilité qui me rappelait celle de Pierre. « Maman ne comprend rien, me confiait-elle. Elle pense que tout s'achète, le bonheur, l'amour, le respect. Elle ne voit pas ce qui compte vraiment. » Un jour, Camille m'a surprise en train de pleurer devant une photo de Pierre. Elle s'est assise près de moi, a pris ma main ridée dans la sienne. Si jeune, si douce. « Qu'est-ce qui te manque le plus de lui, mamie ?»« Sa présence, » ai-je répondu sans hésiter. Juste savoir qu'il est là, dans la pièce à côté, en train de lire ou d'écrire. Entendre le bruit de ses pas, le son de sa respiration pendant qu'il dort. Ces petites choses quotidiennes qu'on ne remarque pas jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Camille a réfléchi un moment, puis a dit « Je crois que je comprends. C'est comme la musique d'arrière-plan d'un film. On n'y fait pas attention, mais c'est elle qui nous fait ressentir les émotions. » Cette analogie m'a fait sourire à travers mes larmes. Ma petite fille avait cette intelligence du cœur que sa mère semblait avoir perdue en chemin. C'est à cette période que j'ai pris une décision qui allait changer nos vies. J'avais économisé toute ma vie. Pierre et moi avions toujours vécu modestement, préférant investir dans les voyages et l'éducation d'Emmanuelle plutôt que dans les biens matériels. Mon salaire d'enseignante n'était pas mirobolant, mais j'avais mis de côté, année après année. Et puis il y avait l'assurance vie de Pierre, que je n'avais pas touchée. Un jour, j'ai demandé à Emmanuelle de venir me voir. Je lui ai parlé de mon désir de l'aider, de lui offrir quelque chose de significatif. « Tu travailles si dur, » lui ai-je dit. « Tu mérites d'avoir une belle maison, un endroit qui reflète ton succès. » Ses yeux se sont illuminés. Pour la première fois depuis des années, elle m'écoutait vraiment. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ? J'aimerais t'offrir une maison. Une belle propriété dans la résidence Les Peupliers. J'ai vu qu'il y avait une vente en cours. C'est un endroit magnifique, avec un jardin, une terrasse. » Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Mais comment ? Tu ne peux pas te permettre ? J'ai des économies. » Ai-je répondu simplement. « Et je veux les utiliser pour ton bonheur. » Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais un plan né de la douleur, mûri dans la solitude, et qui allait bientôt se mettre en place. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Visite de la propriété, négociations avec le vendeur, discussions avec les banques. Emmanuelle était comme une enfant à Noël, excitée, impatiente. Elle me demandait mon avis sur la décoration, les couleurs, l'aménagement du jardin. Soudain, j'existais à nouveau. J'étais redevenue importante à ses yeux. Et pendant tout ce temps, je préparais ma contre-attaque. Car oui, j'allais lui offrir cette maison, mais à mes conditions. Monsieur le Mercier, le notaire, était un vieil ami. Il avait été le camarade de classe de Pierre au lycée et nous avait toujours conseillé avec honnêteté et bienveillance. Quand je lui ai expliqué ma situation, il a d'abord été choqué, puis profondément attristé. « Mathilde, êtes-vous sûre de ce que vous avancez ? Emmanuelle est votre fille, après tout. » J'ai entendu ses propres mots, François, ai-je répondu. Elle veut se débarrasser de moi, me mettre dans une maison de retraite pour pouvoir vendre ma maison. Il a secoué la tête, incrédule. C'est difficile à croire. Pour moi aussi, croyez-moi. Nous avons alors élaboré un plan. Les documents de propriété contiendraient une clause spéciale, rédigée en termes juridiques complexes, qu'Emmanuelle, toujours pressé, ne prendrait probablement pas la peine de lire en détail. Cette clause stipulait que la maison lui serait effectivement donnée, mais avec un droit d'usufruit à vie pour moi. De plus, toute tentative de me placer contre mon gré dans une institution
entraînerait la révocation immédiate de la donation et la propriété serait alors transférée à une fondation pour la protection des personnes âgées. Maître Fournier, l'avocat que j'ai consulté ensuite, a renforcé ce dispositif avec d'autres protections légales. Il m'a aussi conseillé de documenter tout comportement abusif d'Emmanuel. Les enregistrements sont admissibles en justice dans certains cas de maltraitance présumée, m'a-t-il expliqué. Si vous craignez pour votre sécurité ou votre bien-être, la loi vous protège. J'ai donc acheté un petit appareil d'enregistrement numérique que je gardais toujours sur moi lors des visites d'Emmanuel. Je n'étais plus la vieille femme naïve qu'elle croyait manipuler. J'étais devenue une stratège, une combattante silencieuse. Antoine Dubois, le directeur de l'agence immobilière locale, était le neveu de Marguerite, ma voisine. Quand je lui ai parlé de ma situation, il a immédiatement proposé son aide. « Madame Durand, votre mari a aidé ma mère quand elle avait des problèmes financiers. Je n'ai jamais oublié. Comptez sur moi. » Antoine serait mes yeux et mes oreilles dans le milieu immobilier. Si Emmanuel tentait de vendre ma maison de la Croix-Rousse, il serait au courant et m'alerterait immédiatement. Claudine Moreau, l'assistante sociale spécialisée dans la protection des personnes âgées, est entrée dans ma vie par hasard. Je l'ai rencontrée lors d'une conférence sur les droits des seniors à la médiathèque du quartier. Son discours passionné sur la dignité et l'autonomie des aînés m'avait touchée. Après la conférence, je lui avais posé quelques questions, puis nous avions continué la discussion autour d'un café. Je ne lui ai pas tout révélé immédiatement, mais au fil de nos rencontres, la confiance s'est installée. Un jour, j'ai finalement partagé mon histoire, ma peur, mon plan. Elle m'a écouté sans juger, ses yeux reflétant une compassion professionnelle mêlée d'indignation personnelle. Ce que vous décrivez, Madame Durand, est malheureusement fréquent. Les conflits intergénérationnels autour du patrimoine, les pressions pour placer un parent en institution. La société valorise la jeunesse, la productivité et oublie souvent la sagesse et l'expérience des aînés. Claudine est devenue une alliée précieuse, m'informant de mes droits, me guidant dans les démarches administratives, m'aidant à documenter chaque incident qui pourrait constituer une preuve de maltraitance. Parallèlement, je cultivais ma relation avec Camille. Ma petite fille était mon rayon de soleil, mon espoir pour l'avenir. Elle venait souvent me voir, me confiant ses rêves d'études de droit, son désir de défendre les plus vulnérables. Je l'encourageais, partageant avec elle les livres qui avaient façonné ma vision du monde. Nous avions ces conversations profondes qui nourrissent l'âme, ces échanges sincères que je n'avais plus avec sa mère depuis longtemps. Un jour, Camille m'a demandé avec cette franchise désarmante propre à la jeunesse, « Mamie, pourquoi tu offres cette maison à maman? Tu sais comment elle est. Elle ne le mérite pas. » J'ai souri, caressant sa joue douce. Parfois, ma chérie, on doit donner aux gens exactement ce qu'ils croient vouloir pour leur faire comprendre ce qu'ils ont vraiment besoin. Elle a froncé les sourcils, perplexe. « Je ne comprends pas. Tu comprendras en temps voulu. Fais-moi confiance. » Et c'est ainsi que je me suis retrouvée dans cette étude notariale, signant l'acte de propriété de la maison que j'offrais à Emmanuel. C'est ainsi que j'ai entendu ces mots terribles sortir de la bouche de ma propre fille. C'est ainsi que mon cœur s'est brisé, puis s'est reconstitué plus fort, plus déterminé. Car contrairement à ce qu'Emmanuel pensait, je n'étais pas devenue invisible avec l'âge. J'étais toujours là, observant, écoutant, planifiant. Et bientôt, très bientôt, elle apprendrait que sous mes cheveux blancs et mes mains ridées se cachait une femme qu'elle avait gravement sous-estimée. Le lendemain de cette terrible révélation à l'étude notariale, je me suis levée avec une détermination nouvelle. Le ciel de Lyon était d'un bleu limpide, presque provoquant dans sa perfection. J'ai ouvert grand les fenêtres de ma chambre, laissant l'air frais du matin caresser mon visage. Les cloches de l'église Saint-Bruno résonnaient au loin, marquant 8 heures. Une journée ordinaire pour le monde, une journée cruciale pour moi. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Monsieur le Mercier. Sa secrétaire a répondu, me demandant poliment de patienter. J'entendais le bruit feutré des conversations de bureau, le cliquetis des claviers d'ordinateur. 1 minute plus tard, la voix grave du notaire résonnait dans mon oreille. « Madame Durand, comment allez-vous ce matin ?»« François, » ai-je dit sans préambule. « J'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui, si possible. C'est urgent et personnel. » Un silence, puis « Bien sûr, Mathilde. Je peux vous recevoir à midi.
Nous pourrons déjeuner ensemble au petit comptoir, comme au bon vieux temps. Le petit comptoir était un restaurant discret près de son étude, où Pierre et lui avaient bel l'habitude de se retrouver pour parler littérature et politique. Un endroit où les serveurs connaissaient vos préférences et où les conversations restaient confidentielles. Merci François. À midi donc, j'ai raccroché le cœur battant. Le premier pas était fait. J'ai ensuite préparé ma tenue avec un soin particulier, un tailleur bleu marine que Pierre aimait, un foulard en soie aux teintes automnales, mes boucles d'oreilles en perles, modestes mais élégantes. Je voulais avoir l'air digne, respectable, pas comme la vieille femme décrépite qu'Emmanuel voyait en moi. En attendant l'heure du rendez-vous, j'ai sorti une boîte en bois sculptée dessous mon lit. Elle contenait tous mes documents importants, actes de propriété de ma maison, relevés bancaires, testament de Pierre, photos de famille. J'ai étalé ces papiers sur la table de la cuisine, créant une carte de ma vie, de mes ressources, de mes possibilités. À 11h30, j'ai quitté ma maison et pris le bus pour descendre vers le centre-ville. Le trajet m'a donné le temps de rassembler mes pensées, de répéter mentalement ce que j'allais dire à François Lemercier. Il fallait que je sois claire, précise, convaincante. Le petit comptoir n'avait pas changé. Même nappe à carreaux, même banquette en cuir usé, même odeur réconfortante de cuisine française traditionnelle. François m'attendait à une table du fond, loin des oreilles indiscrètes. Il s'est levé à mon approche, m'a fait la bise, a tiré ma chaise avec cette galanterie d'un autre temps qui me rappelait tant Pierre. « Mathilde, vous êtes resplendissante », a-t-il dit en s'asseyant face à moi. « Ne me flattez pas, François », ai-je répondu avec un sourire triste. « Nous nous connaissons depuis trop longtemps pour ces politesses. » Il a acquiescé, son visage reprenant une expression sérieuse. « Qu'est-ce qui vous préoccupe, mon ami ?» Je lui ai tout raconté. Les mots d'Emmanuel au téléphone, son projet de m'envoyer en maison de retraite dès que possible, sa hâte de se débarrasser de moi. Au fur et à mesure de mon récit, je voyais le visage de François passer de la surprise à l'incrédulité, puis à une colère contenue. « C'est révoltant », a-t-il fini par dire, reposant son verre de vin avec plus de force que nécessaire. « Emmanuel, je l'ai vu grandir. Pierre et vous l'avez élevé avec tant d'amour, tant de valeur. Comment a-t-elle pu ? Les gens changent, François. L'argent, le statut social, le pouvoir, tout cela peut transformer une personne. » Il a secoué la tête, visiblement affecté. « Que comptez-vous faire ? C'est pour cela que je suis venu vous voir. J'ai besoin de votre aide, de vos conseils juridiques, mais aussi de votre discrétion absolue. » François s'est penché vers moi, baissant la voix. « Mathilde, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Pierre était mon plus vieil ami. Je considère que j'ai une dette envers lui, envers vous. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons élaboré une stratégie. François m'a expliqué les différentes options légales à ma disposition, les précautions à prendre, les documents à préparer. Il a pris des notes détaillées, dessiné des schémas pour m'expliquer certains concepts juridiques complexes. Le plus important, a-t-il insisté, c'est que nous devons agir dans le cadre strict de la loi. Pas de vengeance émotionnelle qui pourrait se retourner contre vous. Une approche calculée, réfléchie, inattaquable juridiquement. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour sa rigueur professionnelle. Je ne veux pas détruire ma fille, François. Je veux juste lui donner une leçon, la protéger d'elle-même, en quelque sorte. Son regard s'est adouci. Je comprends, Mathilde. Et je vous admire pour cela. Beaucoup de parents, dans votre situation, renonceraient ou chercheraient à se venger de façon destructrice. Nous nous sommes quittés avec un plan d'action clair. François allait préparer un nouveau contrat pour la maison de la résidence Les Peupliers, incluant les clauses spéciales que nous avions discutées. Je devais rassembler certains documents et revenir le voir 3 jours plus tard pour finaliser le tout. En sortant du restaurant, je me sentais plus légère, plus forte. J'avais un allié de poids dans cette bataille silencieuse. Ma prochaine étape était le Café Lumière, près de la place Bellecour. Sylvie m'y attendait pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous nous connaissions depuis le lycée Édouard Herriot, où nous partagions une passion pour la poésie et un même goût pour la rébellion discrète. 60 ans d'amitié, de confidence, de soutien mutuel dans les moments difficiles. Le café était bondé en ce début d'après-midi. Sylvie m'a fait signe de la main depuis notre table habituelle, près de la fenêtre qui donnait sur la rue piétonne.
Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon élégant et elle portait ce collier de corail que je lui avais offert pour ses 60 ans. « Ma chérie, tu as l'air préoccupée », a-t-elle dit dès que je me suis assise face à elle. Sylvie avait toujours eu ce don de lire en moi comme dans un livre ouvert. « J'ai des choses importantes à te raconter », ai-je répondu, commandant un thé au citron au serveur qui passait. Comme avec François, j'ai tout partagé avec Sylvie. Notre amitié ne supportait pas les demi-vérités ou les omissions. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux bleus s'assombrissant à mesure que mon récit avançait. « Cette petite ingrate !» s'est-elle exclamée quand j'ai terminé, attirant quelques regards curieux des tables voisines. « Après tout ce que Pierre et toi avez fait pour elle !»« Baisse la voix, Sylvie !» ai-je murmuré, gênée par l'attention. Elle s'est penchée vers moi, baissant le ton, mais pas l'intensité de son indignation. « Tu dois te défendre, Mathilde. Ne la laisse pas te traiter comme ça. C'est exactement ce que je compte faire, et j'ai besoin de ton aide. » Les yeux de Sylvie se sont illuminés d'intérêt. Ancienne professeure de mathématiques, elle avait toujours aimé les problèmes complexes, les énigmes à résoudre. « Je t'écoute. » Je lui ai exposé le plan que François et moi avions commencé à élaborer, expliquant le rôle qu'elle pourrait y jouer. Sylvie hochait la tête, ajoutant parfois ses propres suggestions, pointant des failles potentielles, proposant des améliorations. « Je vais avoir besoin d'un endroit sûr pour garder certains documents, » ai-je conclu. Un endroit qu'Emmanuel ne connaît pas et ne penserait pas à chercher. « Mon appartement, bien sûr, » a immédiatement proposé Sylvie. « Tu as toujours une clé et Emmanuel n'y vient jamais. On pourrait même installer un petit coffre-fort dans mon bureau sous les classeurs de mes anciens cours. » J'ai souri, reconnaissante pour cette amitié indéfectible qui traversait les décennies. « Merci Sylvie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » « Tu ferais exactement la même chose, ma chérie. Tu as toujours été la plus forte de nous deux. Pierre le disait souvent, tu sais. Ces mots m'ont touchée plus que je ne l'aurais cru possible. Pierre, comme il me manquait en ce moment, comme j'aurais aimé pouvoir discuter de tout cela avec lui, sentir sa main dans la mienne, entendre sa voix calme me rassurer. Après avoir quitté Sylvie, j'ai fait un détour par l'agence immobilière d'Antoine Dubois. C'était une petite structure indépendante, nichée entre une boulangerie et un fleuriste, dans une rue tranquille du 2e arrondissement. La clochette de la porte a tinté joyeusement quand je suis entrée. Antoine était au téléphone, mais m'a fait signe de m'asseoir dans l'un des fauteuils confortables disposés près de la vitrine. J'ai attendu patiemment, feuilletant un magazine de décoration posé sur la table basse. « Madame Durand !» s'est-il exclamé en raccrochant. « Quelle bonne surprise! Tante Marguerite m'a dit que vous alliez peut-être passer. » Antoine avait cette chaleur méditerranéenne héritée de son père italien. Grand, brun, toujours souriant, il inspirait immédiatement confiance. Je l'avais vu grandir, devenir cet homme d'affaires respecté qui n'avait jamais oublié ses racines modestes. « Antoine, j'ai besoin d'un service particulier, » ai-je dit après les politesses d'usage. Un service qui demande discrétion et, disons, une certaine flexibilité éthique. Son sourire s'est légèrement figé, remplacé par une expression plus sérieuse. « Je vous écoute, Madame Durand. » Je lui ai expliqué ma situation, sans entrer dans les détails émotionnels cette fois, me concentrant sur les faits. Emmanuel voulait me placer en maison de retraite contre mon gré. Elle prévoyait probablement de vendre ma maison dès que possible. J'avais besoin d'être informée si elle contactait des agences immobilières, notamment la sienne. Antoine m'a écouté attentivement, hochant parfois la tête, prenant quelques notes sur un carnet. Quand j'ai terminé, il a gardé le silence pendant un moment, tapotant son stylo contre le bureau. « Madame Durand, ce que vous me demandez est délicat. Il y a des règles de confidentialité dans notre profession. » Mon cœur s'est serré. Je m'attendais à ce qu'il refuse. « Mais, a-t-il poursuivi, il y a aussi des règles morales plus importantes. Votre mari a aidé ma mère quand personne d'autre ne voulait lui prêter de l'argent pour ses traitements médicaux. Sans lui, elle ne serait peut-être plus là aujourd'hui. » Il a posé son stylo, me regardant droit dans les yeux. « Je vais vous aider. Si votre fille contacte mon agence ou si j'entends parler d'une mise en vente de votre maison via mes contacts dans le milieu, vous serez la première informée. Je peux même aller plus loin et lui donner des informations, disons, dissuasives, sur le marché actuel. » Le soulagement m'a envahi. « Merci Antoine, je ne l'oublierai pas. »
Ne me remerciez pas, Madame Durand. C'est une question d'honneur familial. Mon père me tuerait si j'agissais autrement, a-t-il ajouté avec un clin d'œil. En sortant de l'agence, j'ai consulté ma montre. Il était presque 17 heures. J'avais encore un rendez-vous important ce jour-là. Rencontrer Maître Pascal Fournier, l'avocat qui avait défendu Pierre lors d'un litige professionnel des années auparavant. Son cabinet se trouvait dans un immeuble ancien de la presqu'île, avec une vue magnifique sur la Saône. La secrétaire, une femme d'une 50aine d'années à l'air efficace, m'a accueilli avec une politesse professionnelle et m'a conduite dans le bureau de Maître Fournier. L'avocat s'est levé à mon entrée, contournant son imposant bureau en chêne pour me serrer la main. « Madame Durand, quel plaisir de vous revoir. Bien que j'aurais préféré des circonstances plus joyeuses, François Lemercier m'a brièvement expliqué la situation. Maître Fournier était un homme mince, aux cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, dont les yeux vifs semblaient toujours analyser, évaluer, calculer. Il portait un costume 3 pièces impeccable et une cravate bordeaux qui lui donnait un air à la fois sérieux et distingué. « Asseyez-vous, je vous en prie », a-t-il dit en m'indiquant un fauteuil confortable. « Racontez-moi tout depuis le début. Les détails sont importants dans ce genre d'affaires. » Pour la 3e fois ce jour-là, j'ai relaté mon histoire. Mais cette fois, Maître Fournier m'interrompait régulièrement, me demandant des précisions, notant certains points sur un carnet à la couverture en cuir. « Avez-vous des preuves de ces intentions? Des messages, des emails, des témoins? J'ai entendu ma fille au téléphone, mais je n'ai pas d'enregistrement, ai-je admis. Il a hoché la tête, pensif. Ce sera parole contre parole, dans ce cas. Mais nous pouvons anticiper ses actions futures et nous y préparer. Pendant près d'1 heure, Maître Fournier m'a expliqué les différentes protections juridiques disponibles pour les personnes âgées face à des tentatives d'abus financiers ou de placement forcé en institution. Il m'a parlé de mandats de protection future, de directives anticipées, de recours possibles en cas de tentative de manipulation ou de pression. Le plus important, a-t-il insisté, comme l'avait fait François Lemercier plus tôt, c'est de documenter tout comportement suspect à partir de maintenant. Gardez un journal détaillé de vos interactions avec votre fille. Notez date, heure, contexte, propos exacts. Si possible, enregistrez vos conversations. Est-ce légal, ai-je demandé surprise, dans un contexte privé, pour votre protection personnelle? Oui. Ces enregistrements ne seraient peut-être pas recevables dans tous les types de procédures judiciaires, mais ils constitueraient des preuves solides dans le cadre d'une procédure de protection des personnes vulnérables. Il a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti un petit appareil noir pas plus grand qu'un briquet. Ceci est un enregistreur numérique de haute qualité, facile à utiliser, batterie longue durée, mémoire suffisante pour des heures d'enregistrement. Je vous le prête. Considérez-le comme une assurance. J'ai pris l'appareil, étonné par sa légèreté. Un simple bouton rouge sur le côté permettait de lancer l'enregistrement. C'était à la fois terrifiant et réconfortant de tenir entre mes mains un outil qui pourrait potentiellement sauver mon autonomie, ma dignité. Merci, Maître Fournier. Je ne sais pas comment vous remercier pour votre aide, en vous protégeant efficacement, Madame Durand. Je n'ai pas oublié ce que votre mari a fait pour moi au début de ma carrière. Il a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. En quittant son bureau, un sentiment étrange m'habitait, une mixture de tristesse, de détermination et d'une forme perverse de satisfaction. En l'espace d'une journée, j'avais mobilisé une petite armée d'alliés, des personnes compétentes, loyales, prêtes à m'aider dans cette bataille que je n'aurais jamais imaginé devoir mener contre ma propre fille. Le soleil commençait à décliner sur Lyon, baignant les façades ocre et rose des immeubles dans une lumière dorée. J'ai décidé de rentrer à pied, malgré la distance, pour me donner le temps de digérer tout ce qui s'était passé aujourd'hui, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais décidé de faire. En passant sur le pont Bonaparte, je me suis arrêté un instant pour regarder la Saône couler paisiblement en contrebas. Les péniches amarrées le long des quais se balançaient doucement. Un couple de touristes prenait des selfies, souriant à leur téléphone. Un jogger essoufflé me dépassait en me saluant poliment d'un signe de tête. La vie continuait, normale, banale, pour tous ces gens qui ne savaient rien de mon drame intérieur, qui ne pouvaient pas imaginer la douleur d'une mère trahie par sa fille, ni la froide résolution qui m'habitait désormais.
J'ai sorti l'enregistreur de mon sac, l'ai observé un moment, puis l'ai rangé soigneusement. Un nouvel allié dans ma poche, littéralement. Un témoin silencieux qui, je l'espérais, ne serait jamais nécessaire, mais qui me donnait déjà un sentiment de pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le lendemain serait une autre journée de préparation. Il me restait encore à contacter Claudine Moreau, l'assistante sociale que j'avais rencontrée lors d'une conférence. Et puis, bien sûr, il y aurait d'autres rendez-vous avec François Lemercier pour finaliser les documents. D'autres cafés avec Sylvie pour peaufiner notre stratégie. Le piège se refermait lentement autour d'Emmanuelle, sans qu'elle en ait la moindre idée. Ma fille me croyait faible, dépassée, manipulable. Elle allait découvrir qu'on ne sous-estime pas impunément une femme qui a traversé 7 décennies de vie, avec ses joies et ses peines, ses victoires et ses défaites. Une femme qui avait été aimée par un homme comme Pierre Durand. Une femme qui avait enseigné la littérature à des générations d'élèves, leur transmettant non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs. Une femme qui, malgré son âge, avait encore beaucoup à apprendre à sa propre fille. Une dernière leçon, sans doute la plus importante de toutes. Les 3 mois qui ont suivi la signature de l'acte de propriété ont été étrangement paisibles. Emmanuelle était occupée par la décoration de sa nouvelle maison à la résidence Les Peupliers. Elle m'appelait de temps en temps, me demandant mon avis sur un canapé en cuir italien ou des rideaux en soie thaïlandaise. Je jouais le jeu, feignant l'enthousiasme, m'extasiant sur des détails qui, en réalité, m'indifféraient totalement. « Tu devrais venir voir, maman », me disait-elle au téléphone. « Les travaux avancent bien. Le jardinier a planté les rosiers que tu avais suggérés. »« Bien sûr, ma chérie, » répondais-je. « Dès que tu seras installée. » Je savais ce qu'elle préparait. Chaque conversation, chaque invitation apparemment innocente faisait partie de son plan pour m'attirer dans sa toile. Comme une araignée patiente, elle tissait sa stratégie, attendant le bon moment pour frapper. Ce moment est arrivé un mardi matin de novembre. Le ciel de Lyon était bas et gris, chargé de nuages lourds qui promettaient une journée de pluie incessante. J'étais dans ma cuisine, préparant un thé à la bergamote, quand mon téléphone a sonné. C'était Emmanuelle. « Maman, j'ai une excellente nouvelle. » Sa voix était enjouée, presque chantante, trop enjouée. « Je viens de parler avec la directrice de la maison des aînés. Ils ont une chambre qui se libère la semaine prochaine. Une chambre magnifique, avec vue sur le parc. J'ai pensé à toi immédiatement. J'ai serré le combiné si fort que mes articulations ont blanchi. Voilà, nous y étions. Le début de la fin, selon son plan. Je me suis forcée à garder une voix calme, légèrement confuse. La maison des aînés? Mais pourquoi voudrais-je aller là-bas, ma chérie? Un silence bref, puis « Maman, nous en avons déjà parlé. Ta maison est trop grande pour toi maintenant. Les escaliers sont dangereux. Tu as fait cette chute l'année dernière, tu te souviens. Et puis, à la maison des aînés, tu auras de la compagnie, des activités, des soins si nécessaire. Je ne me souviens pas que nous ayons discuté de cela, Emmanuelle. » Ma voix était douce, mais ferme. « Je suis très bien chez moi. Je n'ai aucune intention de déménager. » Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner, cherchant une nouvelle approche. « Maman » a-t-elle repris, sa voix maintenant empreinte d'une fausse inquiétude. « Je m'inquiète pour toi. Tu vis seule, tu vieilles. Les voisins m'ont dit qu'ils te voient parfois parler toute seule dans ton jardin. » Je savais exactement à quoi elle faisait référence. J'avais l'habitude de réciter des poèmes en travaillant dans mon jardin. Baudelaire, Rimbaud, Prévert, une passion que je partageais avec Pierre et que je continuais en son honneur. Ce n'était pas de la démence, c'était un hommage, un acte d'amour. Je récite de la poésie, Emmanuelle, comme je l'ai toujours fait, comme ton père et moi le faisions ensemble. Bien sûr, maman, bien sûr. Son ton était maintenant clairement condescendant. « Écoute, je passerai te voir demain. Nous en discuterons calmement. D'accord? Comme tu veux, ma chérie. » Dès que j'ai raccroché, j'ai sorti l'enregistreur que Maître Fournier m'avait prêté et j'ai noté la date, l'heure et le contenu exact de notre conversation. Puis, j'ai appelé Sylvie. Elle a commencé, ai-je simplement dit quand mon amie a décroché. « J'arrive », a répondu Sylvie sans hésitation. 1 heure plus tard, nous étions assises dans mon salon, finalisant les détails de notre contre-attaque. Sylvie avait apporté des croissants de notre boulangerie préférée,
comme si nous préparions une fête plutôt qu'une bataille. « Tu es sûre que tu veux aller jusqu'au bout ?» m'a-t-elle demandé, ses yeux bleus scrutant mon visage à la recherche du moindre doute. « Absolument certaine, ai-je répondu. Ce n'est pas seulement pour moi, Sylvie, c'est aussi pour Emmanuelle. Elle doit comprendre qu'on ne traite pas les gens comme des objets dont on se débarrasse quand ils deviennent inconvénients. » Le lendemain matin, j'étais prête. J'avais mis ma plus belle robe, une robe bordeaux en laine fine que Pierre m'avait offerte pour notre dernier anniversaire de mariage. J'avais coiffé mes cheveux avec soin, appliqué un léger maquillage. Je voulais avoir l'air digne, élégante, tout sauf diminuée ou confuse. L'enregistreur était dans la poche de ma robe, prêt à capturer chaque mot. Sur la table du salon, j'avais disposé quelques albums photos, des souvenirs de famille, des objets qui me tenaient à cœur, des témoins silencieux de ma vie, de mon histoire. Emmanuelle est arrivée à 10 heures précises, comme elle l'avait annoncé. Elle a sonné brièvement avant d'utiliser sa clé, une clé que je lui avais donnée pour les urgences, pas pour s'inviter à sa guise. Ce petit geste d'intrusion m'a irritée, mais j'ai gardé mon calme. « Maman, tu es superbe !» s'est-elle exclamée en entrant dans le salon, déposant un baiser léger sur ma joue. Elle portait un tailleur gris anthracite, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. La parfaite femme d'affaires venue régler un dossier mineur avant sa prochaine réunion importante. « Merci ma chérie, je me sens en pleine forme aujourd'hui. » J'ai discrètement activé l'enregistreur dans ma poche. Emmanuelle s'est assise face à moi, posant son sac à main de créateur sur le sol à côté d'elle. Elle a sorti une tablette de sa pochette en cuir, l'a allumée et me l'a tendue. « Regarde maman, j'ai pris des photos de la maison des aînés lors de ma visite. C'est vraiment magnifique. » J'ai feuilleté poliment les images d'un établissement luxueux qui ressemblait davantage à un hôtel 5 étoiles qu'à une maison de retraite. Piscine intérieure, salon de coiffure, restaurant gastronomique, jardin paysager, tout semblait parfait, aseptisé, sans âme. « C'est très beau », ai-je commenté en lui rendant la tablette. Pour ceux qui aiment ce genre d'endroit, son sourire s'est légèrement crispé. « Tu n'aimes pas ? Ce n'est pas une question d'aimer ou pas, Emmanuelle. C'est simplement que je n'ai aucune intention de quitter ma maison. » Elle a soupiré, comme si elle s'adressait à une enfant particulièrement têtue. « Maman, sois raisonnable. Cette maison est bien trop grande pour toi. L'entretien est coûteux, les escaliers sont dangereux. Et puis, tu serais tellement mieux entourée à la maison des aînés. Il y a des activités tous les jours, des soins médicaux sur place. Je suis parfaitement capable de m'occuper de ma maison, Emmanuelle. J'ai un jardinier qui vient une fois par semaine, une femme de ménage tous les 15 jours. Je monte et descends ces escaliers sans problème depuis 40 ans. Quant à la solitude, j'ai mes amis, mes livres, mes activités. Je ne m'ennuie jamais. » Elle a changé de tactique, sa voix devenant soudain plus douce, presque suppliante. « Maman, je m'inquiète vraiment pour toi. Tu es toute seule ici. Et si tu tombes? Et si tu as un malaise? Qui sera là pour t'aider? J'ai un téléphone, Emmanuelle, et un bracelet d'alerte que Sylvie m'a offert pour mon anniversaire. En cas de problème, je peux appeler les secours immédiatement. » Elle commençait visiblement à s'impatienter. Ses doigts tapotaient nerveusement l'accoudoir du fauteuil. « Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es si obstinée. La maison des aînés est un endroit merveilleux. Tu y serais comme une reine. » « Je suis déjà une reine chez moi, ma chérie. » J'ai souri, déterminée à garder mon calme. Cette maison est pleine de souvenirs de ton père, de toi enfant, de notre vie ensemble. Chaque objet, chaque recoin me raconte une histoire. Comment pourrais-je abandonner tout cela? Son visage s'est durci soudainement. Les souvenirs, les histoires, maman, ce sont des choses du passé. Il faut vivre dans le présent, penser à l'avenir. Mon présent est ici, Emmanuelle, et mon avenir aussi, tant que je serai en mesure de vivre de façon autonome. Elle s'est levée brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. Sa frustration était palpable, comme une présence physique dans la pièce. « Tu ne comprends pas » a-t-elle finalement explosé. « Cette maison vaut une fortune aujourd'hui. Le quartier s'est gentrifié, les prix ont explosé. C'est du gâchis de la laisser à une seule personne âgée qui n'utilise même pas la moitié des pièces. » Voilà, la vérité éclatait enfin au grand jour. Ce n'était pas pour mon bien-être qu'elle voulait me placer en maison de retraite. C'était pour récupérer ma maison et la vendre au prix fort. « Je vois », ai-je dit calmement.
Il s'agit donc d'argent, pas de ma sécurité ou de mon confort. Ne sois pas ridicule, a-t-elle rétorqué. Mais son regard fuyait le mien. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Mais il faut être pratique aussi. Cette maison pourrait servir à une jeune famille ou être vendue pour financer confortablement ta retraite. Ma retraite est déjà confortablement financée, Emmanuel. Ton père et moi avons toujours été prévoyants. Elle a fait un geste impatient de la main, balayant mes arguments comme des mouches importunes. Tu ne peux pas rester ici éternellement, maman. Tôt ou tard, il faudra prendre une décision. Et cette décision m'appartient, ma chérie, pas à toi. Son visage s'est empourpré de colère. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait crier. Au lieu de cela, elle a inspiré profondément, reprenant le contrôle de ses émotions avec un effort visible. « Très bien », a-t-elle dit finalement, sa voix redevenue professionnelle, détachée. « Nous en reparlerons quand tu seras plus réceptive. En attendant, j'ai pris la liberté de prendre rendez-vous avec le docteur Moreau. C'est un gériatre très réputé. Il viendra t'examiner la semaine prochaine. Je n'ai pas besoin d'un gériatre, Emmanuel. Mon médecin traitant, le docteur Leroy, est parfaitement compétent. Le docteur Moreau est spécialisé dans l'évaluation de l'autonomie des personnes âgées, a-t-elle insisté. C'est important pour ton bien-être, pour mon bien-être, ou plutôt, pour obtenir un certificat médical attestant que je n'étais plus capable de vivre seule. La première étape d'une mise sous tutelle, sans doute. Je connaissais bien ces stratégies. Maître Fournier m'avait mise en garde contre ces manœuvres. « Annule ce rendez-vous, Emmanuel », ai-je dit fermement. « Je ne recevrai pas ce médecin. Tu deviens paranoïaque, maman », a-t-elle soupiré, ramassant son sac. « C'est exactement pour cela que je m'inquiète. Tu refuses de l'aide, tu t'obstines. Ce n'est pas raisonnable. » Elle a consulté sa montre. Une montre suisse hors de prix que je ne lui avais jamais vue. Un cadeau de sa société peut-être, ou un achat impulsif pour célébrer sa nouvelle maison. Je dois y aller. J'ai une réunion importante. Nous reprendrons cette discussion plus tard. Réfléchis à ce que je t'ai dit, d'accord ? Elle m'a embrassé distraitement sur la joue et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée, son visage soudain plus doux, presque nostalgique. Tu sais, maman, je fais tout ça pour ton bien. Je veux juste que tu sois en sécurité, bien entourée. Je sais, ma chérie, ai-je menti, lui offrant un sourire que j'espérais convaincant. Je vais y réfléchir. Je te promets. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, j'ai sorti l'enregistreur de ma poche et j'ai arrêté l'enregistrement. Puis j'ai appelé Maître Fournier. Elle a commencé à parler d'un gériatre, lui ai-je dit sans préambule, pour évaluer mon autonomie. C'est plus rapide que je ne le pensais, a-t-il répondu, sa voix trahissant une légère inquiétude. Avez-vous enregistré la conversation? Oui, tout est là. Elle a même admis que la vraie raison était la valeur de ma maison. Parfait. Ne répondez à aucun médecin qu'elle pourrait vous envoyer. Si quelqu'un se présente chez vous, refusez poliment de le recevoir. En attendant, je vais préparer une contre-mesure. Cette contre-mesure est arrivée 2 jours plus tard, sous la forme d'une lettre officielle de Maître Fournier adressée à Emmanuel. Une mise en demeure lui interdisant formellement d'organiser toute évaluation médicale, sans mon consentement explicite, sous peine de poursuite pour harcèlement et tentative d'abus de faiblesse. La réaction d'Emmanuel ne s'est pas fait attendre. Elle m'a appelée, furieuse, exigeant des explications. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, maman? Un avocat? Une mise en demeure? Tu me menaces maintenant? Ce n'est pas une menace, Emmanuel, ai-je répondu calmement. C'est une protection. Tu as essayé de m'imposer un médecin que je ne connais pas, dans le but évident d'obtenir un certificat qui servirait tes intérêts, pas les miens. C'est ridicule, s'est-elle écriée. Je voulais juste une opinion professionnelle sur ton état de santé. Mon médecin traitant fournit déjà cette opinion professionnelle. Tu n'as jamais demandé à voir ces rapports. Un silence lourd a suivi, puis sa voix est revenue, froide comme la glace. Je vois. Tu penses que je complote contre toi? C'est ça? Que j'essaie de te faire déclarer incapable pour mettre la main sur ta maison? N'est-ce pas exactement ce que tu fais? Un autre silence, plus long cette fois. J'imaginais son visage figé dans une expression de colère impuissante, ses doigts serrant le téléphone jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Je n'arrive pas à croire que ma propre mère puisse penser cela de moi, a-t-elle finalement dit, sa voix tremblante d'une émotion que je ne pouvais identifier avec certitude. Colère, honte, culpabilité, et je n'arrive pas à croire que ma propre fille puisse dire qu'elle va se débarrasser de moi.
Un hoquet de surprise à l'autre bout de la ligne. Quoi? Je n'ai jamais dit ça. Je t'ai entendu, Emmanuel. À l'étude du notaire, après la signature de l'acte pour ta nouvelle maison, tu parlais au téléphone. Tu as dit, et je cite, « Je vais me débarrasser de cette vieille femme. Dieu merci. » Le silence qui a suivi était si profond que j'ai cru un instant qu'elle avait raccroché. Puis j'ai entendu sa respiration, rapide, presque haletante. « Tu as mal compris ?» a-t-elle balbutié. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je parlais d'autre chose, d'une situation au travail. » Vraiment? Ma voix était calme, presque détachée. « Alors pourquoi as-tu mentionné la maison des aînés dans la même conversation? Pourquoi as-tu dit que tu te sentais coupable, mais que tu ne pouvais pas me garder chez toi à regarder mes émissions débiles toute la journée ?» Un nouveau silence, puis un clic. Elle avait raccroché. J'ai posé le téléphone lentement, le cœur lourd. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais, mais une profonde tristesse. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma petite fille, celle que j'avais bercée, consolée, éduquée avec tant d'amour, pouvait-elle être devenue cette femme froide et calculatrice? Le lendemain, à ma grande surprise, Antoine Dubois m'a appelé. Sa voix était excitée, presque jubilatoire. « Madame Durand, votre fille vient de passer à l'agence. Elle voulait une estimation de votre maison. » Mon cœur s'est serré. Ainsi, malgré notre confrontation, elle poursuivait son plan. « Qu'avez-vous fait, Antoine ?» J'ai joué le jeu, bien sûr. Je lui ai fait une estimation largement sous-évaluée. Je lui ai parlé de problèmes structurels imaginaires, de la nécessité de gros travaux de rénovation, de l'effondrement du marché immobilier dans votre quartier. J'ai souri malgré moi. Et elle vous a cru? Totalement. Elle était déçue, bien sûr, mais je lui ai présenté les choses de façon très professionnelle, chiffres et graphiques à l'appui. Elle est repartie persuadée que votre maison ne vaut pas le quart de sa valeur réelle. Merci Antoine. Vous êtes un allié précieux. Le piège se refermait petit à petit. Chaque tentative d'Emmanuel pour me dépouiller était contrée avant même qu'elle ne la mette en œuvre. Grâce à mon réseau d'amis fidèles, à ces personnes qui n'avaient pas oublié les valeurs d'entraide et de loyauté, je gardais une longueur d'avance. Mais le véritable test allait bientôt venir. Car Emmanuel, je le savais, n'était pas du genre à abandonner facilement. Si la stratégie de la persuasion ne fonctionnait pas, si la manœuvre médicale avait échoué, si la perspective financière semblait moins attrayante, que ferait-elle ensuite? La réponse est venue une semaine plus tard, sous la forme d'une invitation apparemment innocente à dîner dans sa nouvelle maison à la résidence Les Peupliers. Une invitation que j'ai acceptée avec un sourire, tout en sachant parfaitement que ce serait probablement l'une des soirées les plus difficiles de ma vie. J'ai choisi avec soin ma tenue pour ce dîner à la résidence Les Peupliers. Une robe bleu marine élégante mais sobre, des escarpins confortables et le collier de perles que Pierre m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Je voulais avoir l'air digne, respectable, pas comme cette vieille femme confuse et manipulable qu'Emmanuel imaginait. Le taxi m'a déposé devant une imposante demeure aux lignes contemporaines, nichée au cœur d'un jardin parfaitement entretenu. Des spots encastrés dans le sol éclairaient la façade, lui donnant un aspect presque théâtral. Je me suis avancée sur l'allée de gravier blanc, mon cœur battant un peu plus vite à chaque pas. La porte s'est ouverte avant même que je ne sonne. Emmanuel se tenait là, resplendissante dans une robe de cocktail noir, un sourire éclatant aux lèvres, comme si notre dernière conversation houleuse n'avait jamais eu lieu. « Maman !» s'est-elle exclamée, m'embrassant sur les deux joues. « Tu es ravissante. Entre, je vais te faire visiter. » L'intérieur de la maison était aussi impressionnant que l'extérieur. Un vaste salon aux murs blancs, meublé avec goût dans un style minimaliste qui contrastait fortement avec mon intérieur chaleureux et un peu encombré. Des œuvres d'art contemporain ornaient les murs, des toiles abstraites aux couleurs vives qui devaient coûter une fortune. « C'est magnifique, Emmanuel !» ai-je commenté sincèrement. « Tu as fait un travail remarquable avec la décoration. » Son visage s'est illuminé de fierté. « Merci, maman. J'ai travaillé avec un designer d'intérieur renommé. Attends de voir la cuisine. » Elle m'a guidée à travers la maison, me montrant chaque pièce avec l'enthousiasme d'une enfant présentant son nouveau jouet. La cuisine ultra-moderne aux équipements dernier cri. La salle à manger avec sa table en bois massif qui pouvait accueillir 12 convives.
Le bureau élégant avec vue sur le jardin, les 3 salles de bain, toutes différentes mais également luxueuses. Puis nous sommes arrivés devant une porte close au bout du couloir du premier étage. Et voici la surprise, a dit Emmanuelle, une lueur étrange dans le regard. Elle a ouvert la porte avec un geste théâtral. « Ta chambre, maman !» J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. La pièce était aménagée comme une chambre d'hôte de luxe, un grand lit avec une tête de lit capitonnée, des tables de chevet en bois clair, une coiffeuse élégante, un fauteuil confortable près de la fenêtre. Mais ce qui m'a frappé, c'étaient les détails. Des photos encadrées de notre famille sur les murs, un plaid identique à celui que j'avais dans mon salon, soigneusement plié au pied du lit. Mes livres préférés alignés sur une étagère. « Tu as préparé une chambre pour moi ?» ai-je demandé, m'efforçant de garder une voix neutre. Bien sûr, son sourire était radieux, presque fébrile. « Tu pourrais venir quand tu veux, pour un week-end, une semaine ou plus longtemps. C'est très gentil, ma chérie. » ai-je répondu prudemment. « Mais tu sais que j'aime ma maison. » Son sourire s'est légèrement crispé. « Oui, mais ici, tu serais avec moi. Tu ne serais plus seule. Et regarde, j'ai même fait installer une barre d'appui dans la salle de bain attenante pour ta sécurité. » J'ai jeté un coup d'œil à la salle de bain en question. Effectivement, elle était équipée comme pour une personne à mobilité réduite. Barre d'appui, siège de douche, sol antidérapant. Ma fille avait pensé à tout. C'est vraiment prévenant, Emmanuelle. Mais je n'ai pas besoin de ces aménagements pour le moment. On ne sait jamais, maman. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Nous sommes redescendus au salon, où Emmanuelle m'a servi un apéritif, un kir royal, ma boisson préférée. Elle se souvenait de ces petits détails, ce qui rendait la situation d'autant plus douloureuse. Comment pouvait-elle être à la fois si attentionnée et si manipulatrice? J'ai invité quelques personnes à se joindre à nous pour le dîner, a-t-elle annoncé, sirotant son champagne. Des voisins charmants. Le couple Renard, lui, est chirurgien, elle est avocate. Et puis Claudine Moreau, que tu connais déjà, je crois. J'ai failli m'étouffer avec ma gorgée de kir. Claudine Moreau, l'assistante sociale qui était devenue mon alliée. Comment Emmanuelle la connaissait-elle? Oui, nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence, ai-je répondu, essayant de masquer ma surprise. Elle travaille beaucoup avec la maison des aînés, figure-toi. C'est elle qui m'a parlé de cet établissement en premier lieu. Mon esprit tournait à toute vitesse. Claudine ne m'avait jamais mentionné qu'elle connaissait ma fille. Était-ce une coïncidence? Ou bien m'avait-elle menti, jouant un double jeu depuis le début? La sonnette de la porte d'entrée a interrompu mes réflexions angoissées. Les premiers invités arrivaient. Les renards étaient exactement comme Emmanuelle les avait décrits. Lui grand et distingué, elle élégante et vive d'esprit. Ils se sont montrés polis et attentionnés envers moi, s'intéressant à ma carrière d'enseignante, à mes goûts littéraires. Une conversation agréable, sans la condescendance que je redoutais. Puis Claudine est arrivée. Quand nos regards se sont croisés, j'y ai lu une inquiétude sincère et un message silencieux. Faites-moi confiance. J'ai légèrement hoché la tête, espérant qu'elle comprendrait que je suivrais son jeu, quel qu'il soit. Le dîner a commencé dans une atmosphère détendue. Emmanuelle avait préparé un repas sophistiqué, velouté de champignons aux truffes, filet de bar aux agrumes, soufflé au grand marnier. Elle s'était surpassée, cherchant visiblement à impressionner ses invités et peut-être à me séduire par la perspective d'une vie luxueuse à ses côtés. La conversation a flotté d'un sujet à l'autre, l'actualité politique, les dernières expositions au Musée des Beaux-Arts de Lyon, les projets de rénovation urbaine du quartier. J'ai participé activement, déterminée à montrer que j'étais toujours vive d'esprit, cultivée, parfaitement capable de tenir ma place dans ce cercle social. C'est au moment du dessert que la conversation a pris un tournant que je redoutais. Claudine nous parlait justement des défis du vieillissement en milieu urbain, a lancé Madame Renard, me regardant avec une sympathie qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. C'est une préoccupation pour beaucoup de familles aujourd'hui. En effet, a enchaîné Claudine, son regard croisant furtivement le mien. Les personnes âgées sont souvent isolées dans nos grandes villes. C'est pourquoi des structures comme la Maison des Aînés peuvent offrir une alternative intéressante. Mais bien sûr, a-t-elle ajouté avec une emphase particulière, tout dépend des souhaits de la personne concernée. L'autonomie décisionnelle est un droit fondamental que nous défendons fermement dans mon service.
J'ai dissimulé un sourire derrière ma serviette. Claudine n'avait pas changé de camp. Elle était toujours mon alliée, utilisant cette invitation surprise pour réaffirmer subtilement les droits des personnes âgées devant témoins. « Justement », a repris Emmanuel, saisissant l'occasion, « j'essaie de convaincre maman de venir habiter ici, avec moi, ou d'envisager la maison des aînés. Sa grande maison devient difficile à entretenir et je m'inquiète de la savoir seule. »« Je comprends votre inquiétude », a répondu Dr Renard d'un ton mesuré. « Mais j'ai rarement rencontré une dame de cet âge aussi alerte et lucide que votre mère. Elle me semble tout à fait capable de prendre ses propres décisions. » Emmanuel a pincé les lèvres, contrarié par ce soutien inattendu. « Bien sûr, mais la situation peut changer rapidement à son âge. Je préfère anticiper. »« L'anticipation est sage, » a interrompu Claudine. « Mais elle doit se faire dans le respect des souhaits exprimés. La loi est très claire à ce sujet. » Un silence gêné s'est installé autour de la table. Madame Renard a tenté de détendre l'atmosphère en complimentant le soufflet, mais la tension était palpable. Après le café, les Renards ont pris congé, me saluant chaleureusement et m'invitant à venir prendre le thé chez eux quand je le souhaiterais. Claudine était restée un peu plus longtemps, prétextant vouloir discuter d'un projet professionnel avec Emmanuel. Quand elles se sont isolées dans la cuisine, j'en ai profité pour explorer discrètement le bureau d'Emmanuel. Mon intuition me disait que j'y trouverais quelque chose d'important. J'ai ouvert les tiroirs silencieusement, feuilleté rapidement les dossiers. Rien de particulier, jusqu'à ce que je tombe sur une chemise marquée « Maman, dossier médical ». Mon cœur a fait un bond. À l'intérieur, des documents troublants, un formulaire de demande d'admission à la maison des aînés déjà partiellement rempli à mon nom, une lettre d'un certain docteur Moreau, sans doute celui qu'elle voulait m'imposer, évoquant une évaluation préliminaire et, plus inquiétant encore, une brochure sur les procédures de mise sous tutelle pour protéger les personnes vulnérables. J'ai rapidement photographié ces documents avec mon téléphone portable, un gadget qu'Emmanuel m'avait offert pour rester en contact, sans se douter que j'avais appris à m'en servir bien mieux qu'elle ne l'imaginait. Puis, j'ai tout remis en place et suis retournée au salon juste avant qu'Emmanuel et Claudine ne reviennent. Claudine est partie peu après, me serrant la main avec une pression significative. « N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, Madame Durand. Mon service est là pour aider toutes les personnes âgées à maintenir leur autonomie. » Une fois seule, Emmanuel m'a proposé de rester dormir dans ma chambre. « Il est tard, maman. Pourquoi ne pas essayer le lit? Je t'assure qu'il est très confortable. »« Non merci, ma chérie. J'ai déjà appelé un taxi. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. » Son visage s'est assombri. « Tu es vraiment têtue, maman. Je t'offre une chambre magnifique, une vie confortable, et tu préfères retourner seule dans cette vieille maison. Cette vieille maison est mon foyer, Emmanuel. Chaque recoin y abrite un souvenir. » « Les souvenirs? Toujours les souvenirs !» s'est-elle exclamée avec une soudaine amertume. « Tu vis dans le passé, maman. Tu t'accroches aux fantômes. Papa est mort depuis des années, et tu continues à organiser ta vie, comme s'il allait rentrer d'un moment à l'autre. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle, non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce qu'ils contenaient une part de vérité. Je gardais vivante la mémoire de Pierre dans chaque aspect de ma vie quotidienne. Était-ce si mal? Ce n'est pas une façon de vivre, a-t-elle poursuivi plus doucement. Tu mérites mieux que cette solitude, ces rituels mélancoliques. Ma vie te semble peut-être triste, Emmanuel, mais elle me convient. J'ai mes amis, mes livres, mes activités. Je ne suis pas cette pauvre vieille femme que tu imagines. » La sonnette a retenti. Mon taxi était arrivé. J'ai pris mon sac et mon manteau, prête à partir. « Cette conversation n'est pas terminée, maman, » a dit Emmanuel en me raccompagnant à la porte. « J'essaie vraiment de faire ce qui est le mieux pour toi. Je sais, ma chérie. » J'ai posé ma main sur sa joue comme quand elle était enfant. Mais parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un est de respecter ses choix, même quand on ne les comprend pas. De retour chez moi, j'ai immédiatement envoyé les photos des documents à Maître Fournier, puis j'ai appelé Sylvie pour lui raconter la soirée. Mon amie était furieuse d'apprendre jusqu'où Emmanuel était prête à aller. Cette petite garce, excuse-moi Mathilde, je sais que c'est ta fille, mais ce qu'elle fait est inqualifiable. Le plus douloureux, ai-je confié, c'est qu'elle semble sincèrement croire qu'elle agit pour mon bien. Elle ne voit pas à quel point son attitude est insultante, dépouillante. Que vas-tu faire maintenant? Déclencher notre plan. Il est temps.
Le lendemain matin, j'ai convoqué mon petit cercle d'alliés chez moi, François Lemercier, Maître Fournier, Antoine Dubois, Claudine Moreau et bien sûr Sylvie. J'avais également invité Camille, ma petite fille, qui était rentrée de son séjour linguistique en Angleterre. À 19 ans, elle méritait de connaître la vérité sur ce qui se passait dans notre famille. Nous nous sommes réunis dans mon salon, autour d'un café et des croissants que Sylvie avait apportés. L'ambiance était solennelle, comme avant une bataille décisive. J'ai examiné les documents que vous m'avez envoyés, Madame Durand, a commencé Maître Fournier. Ils confirment nos soupçons. Votre fille prépare activement une demande de mise sous tutelle. Camille a étouffé un cri d'indignation. « Maman veut te mettre sous tutelle, mamie? Comment ose-t-elle » « Elle pense agir pour mon bien, Camille, » ai-je répondu doucement. « Elle ne réalise pas qu'elle me dépouille de ma dignité, de mon autonomie. C'est ignoble. » Les yeux de ma petite fille brillaient de colère et de détermination. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est François Lemercier qui a répondu, un sourire satisfait aux lèvres. Nous avons préparé une petite surprise pour Madame Emmanuelle Durand. Les documents de propriété de la résidence Les Peupliers contiennent une clause spéciale qu'elle n'a pas pris la peine de lire entièrement. Il a sorti le contrat de sa serviette et a pointé un paragraphe rédigé en termes juridiques complexes. En résumé, cette clause stipule que la propriété est effectivement donnée à Emmanuelle, mais avec 2 conditions. Premièrement, Madame Mathilde Durand conserve un droit d'usufruit à vie sur la maison. Deuxièmement, toute tentative de placer Madame Durand en institution contre son gré ou toute demande de mise sous tutelle entraîne la révocation immédiate de la donation. Dans ce cas, la propriété serait transférée à une fondation pour la protection des personnes âgées victimes d'abus familiaux. Un silence admiratif a suivi cette révélation. Puis Camille s'est mise à applaudir. « Mamie, tu es géniale! Maman va être furieuse !»« Ce n'est pas tout, » a ajouté Maître Fournier. « Nous avons également préparé une contre-attaque juridique. Si Emmanuelle persiste, nous déposerons une plainte pour tentative d'abus de faiblesse, avec à l'appui les enregistrements que Madame Durand a réalisés. » Claudine a pris la parole à son tour. De mon côté, j'ai préparé un rapport social attestant de l'autonomie et de la lucidité parfaite de Madame Durand. Ce rapport sera versé au dossier si une procédure judiciaire est engagée. Et j'ai contacté tous les agents immobiliers de Lyon, a enchaîné Antoine avec un clin d'œil. Aucun d'eux n'acceptera de s'occuper de la vente de votre maison sans votre accord explicite, Madame Durand. J'étais émue aux larmes par cette mobilisation. Ces personnes, certaines que je connaissais depuis des décennies, d'autres rencontrées récemment, s'étaient unies pour me protéger, pour défendre mes droits. Je ne sais pas comment vous remercier. Ai-je dit, la voix tremblante. Vous êtes ma véritable famille. Camille a serré ma main dans la sienne. Quand vas-tu lui dire, mamie? Aujourd'hui même. J'ai invité Emmanuelle à déjeuner. Elle devrait arriver dans 1 heure. Mes alliés sont partis peu avant midi, me laissant seule avec Camille pour accueillir Emmanuelle. Ma petite fille avait insisté pour rester, refusant de me laisser affronter ce moment difficile sans soutien. Emmanuelle est arrivée à l'heure prévue, surprise de trouver sa fille chez moi. « Camille, je croyais que tu étais encore en Angleterre. Je suis rentrée hier, maman. Mamie m'a demandé de venir. » L'atmosphère était tendue, tandis que nous nous installions dans le salon. J'avais préparé une simple salade et une quiche, rien de comparable au dîner sophistiqué de la veille, mais c'était fait avec amour. « Emmanuelle, ai-je commencé, une fois que nous étions assises, j'ai trouvé les documents dans ton bureau hier soir, la demande d'admission à la maison des aînés, la brochure sur la mise sous tutelle. » Son visage s'est figé. « Tu as fouillé dans mes affaires? » ?»« Oui, parce que je savais ce que tu préparais. Tout comme j'ai entendu ta conversation téléphonique à l'étude notariale quand tu as dit que tu allais te débarrasser de cette vieille femme. » Elle a pâli, puis rougi violemment. « Tu ne comprends pas, maman. Je voulais juste m'aider, me protéger. » J'ai secoué la tête tristement. « Non, Emmanuelle, tu voulais contrôler ma vie, mais bien. Tu voulais décider à ma place ce qui était bon pour moi, sans jamais vraiment m'écouter. » Camille observait sa mère avec un mélange de déception et de colère. « Comment as-tu pu, maman? Mamie a tout sacrifié pour toi toute sa vie. » Emmanuelle a ignoré sa fille, concentrant son attention sur moi. « Tu ne peux pas vivre seule éternellement, maman. Un jour ou l'autre, tu auras besoin d'aide. Peut-être,
Et ce jour-là, je demanderai de l'aide, à mes conditions, pas aux tiennes. J'ai sorti le contrat de propriété de la résidence Les Peupliers et l'ai posé sur la table. As-tu lu entièrement ce document avant de le signer ? Elle a froncé les sourcils. Bien sûr que je l'ai lu. Alors, tu as dû remarquer la clause spéciale concernant toute tentative de me placer en institution contre mon gré. Son expression confuse m'a confirmé qu'elle n'avait pas lu les petits caractères, typiques d'Emmanuel, toujours pressée, toujours sûre d'elle. Quelle clause ? A-t-elle demandé soudain inquiète. Celle qui stipule que dans un tel cas, la propriété serait immédiatement transférée à une fondation pour la protection des personnes âgées. Son visage s'est décomposé. C'est impossible. Tu bluffes. J'ai poussé le contrat vers elle, pointant le paragraphe en question. Lise par toi-même. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle parcourait le texte. Son visage passait de l'incrédulité à la colère, puis à une forme de résignation amère. « Tu m'as piégée », a-t-elle finalement dit, reposant le document. « Tu as fait semblant de me faire un cadeau, mais c'était un piège, tout comme ton invitation à vivre avec toi était un piège, » ai-je répondu calmement. La différence, c'est que mon piège ne visait qu'à me protéger, pas à te dépouiller. Un long silence a suivi. Camille nous regardait tour à tour, attendant la suite avec une tension palpable. « Qu'est-ce que tu veux, maman ?» a finalement demandé Emmanuel, sa voix dénuée de son assurance habituelle. « Ce que j'ai toujours voulu, vivre ma vie comme je l'entends, dans ma maison, entourée de mes souvenirs, et être respectée par ma propre fille. » Elle a baissé les yeux, évitant mon regard. « Et la maison des Peupliers, elle reste à toi, tant que tu respectes les conditions du contrat. » Je ne cherche pas à te punir, Emmanuel, juste à me protéger. Un autre silence, plus long cette fois. Puis, à ma grande surprise, des larmes ont commencé à couler sur les joues d'Emmanuel. De vraies larmes, pas ces pleurs calculés qu'elle savait produire pour obtenir ce qu'elle voulait. « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, maman, » a-t-elle murmuré. « Je suis devenue cette personne que je ne reconnais plus, obsédée par l'argent, le statut, les apparences. J'ai oublié ce qui compte vraiment. » Camille s'est levée pour s'asseoir à côté de sa mère, lui prenant maladroitement la main. Malgré sa colère, elle restait sa fille. « Il n'est jamais trop tard pour changer, maman, » a-t-elle dit doucement. J'ai regardé ma fille et ma petite-fille, côte à côte sur mon vieux canapé. 3 générations de femmes durant, unies par le sang mais séparées par des valeurs, des perspectives, des choix de vie différents. Et pourtant, à cet instant précis, j'ai senti que quelque chose se renouait, qu'un fil invisible se retissait entre nous. « Je te pardonne, Emmanuel, » ai-je dit finalement, « mais je n'oublierai pas, et je ne renoncerai jamais à mon autonomie, à ma dignité. » Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. « Je comprends, et je suis désolée, maman, vraiment désolée. Ce n'était qu'un début, bien sûr. Un simple « désolé » ne pouvait effacer des mois de manipulation, de trahison. Mais c'était un commencement, une petite graine d'espoir plantée dans le sol fertile du repentir. Nous avons déjeuné ensemble, parlant de choses légères, évitant soigneusement les sujets qui fâchent. Puis, Emmanuel est parti, promettant de revenir le week-end suivant, juste pour discuter, sans arrière-pensée. Camille est restée avec moi, m'aidant à ranger la cuisine, puis s'installant dans le fauteuil préféré de son grand-père pour me parler de ses projets d'études en droit. Je veux me spécialiser dans la protection des personnes vulnérables, mamie. Ce que maman a essayé de te faire, ça arrive à tellement de personnes âgées qui n'ont pas ta force, ton réseau de soutien. J'ai souri, touchée par sa passion, sa détermination. Elle me rappelait tellement Pierre, la même flamme dans le regard quand il parlait de justice, de dignité humaine. Plus tard ce soir-là, après le départ de Camille, je me suis assise sur la terrasse de ma maison, contemplant le cerisier que Pierre avait planté pour la naissance d'Emmanuel. Il était en fleurs, ses branches délicates, couvertes de petites étoiles roses qui se détachaient sur le ciel crépusculaire. « Tu vois, Pierre, » ai-je murmuré dans la nuit douce, « notre petite fille a perdu son chemin pendant un temps, mais je crois qu'elle commence à le retrouver. Et Camille est extraordinaire. Elle a ta force, ton intégrité. » Une légère brise a fait frémir les branches du cerisier, faisant pleuvoir quelques pétales roses autour de moi, comme une réponse, comme une caresse. J'ai fermé les yeux, savourant ce moment de paix. La bataille avait été dure, mais je l'avais gagnée.
non pas en détruisant mon adversaire, mais en lui tendant un miroir, en lui montrant ce qu'elle était devenue. Demain, j'appellerai mes fidèles alliés pour les remercier, pour leur annoncer que leur plan avait fonctionné au-delà de nos espérances. Et puis, je reprendrai ma vie, cette vie simple mais riche que j'avais construite au fil des décennies. Une vie où chaque jour était un cadeau, chaque souvenir un trésor, chaque choix une affirmation de ma liberté. Car c'était cela finalement que ma fille n'avait pas compris. Vieillir ne signifiait pas devenir inutile, invisible, manipulable. Vieillir, c'était accumuler de la sagesse, de l'expérience, de la force intérieure. C'était devenir paradoxalement plus pleinement soi-même. Et ça, c'était une leçon qu'Emmanuel commençait seulement à apprendre. Voilà, mes chers amis, comment s'achève cette histoire que j'ai vécue. Une histoire de trahison, de manipulation, mais aussi de résistance et finalement d'espoir. Permettez-moi de reprendre les moments clés de ce parcours douloureux mais édifiant que j'ai partagé avec vous. Tout a commencé par ces mots terribles entendus dans un couloir d'études notariales. « Je vais me débarrasser de toi, vieille femme. » Dieu merci, ma propre fille, Emmanuelle, prononçant ces paroles après que je lui ai offert une maison luxueuse à la résidence Les Peupliers. Moi, Mathilde Durand, veuve de Pierre, ancienne professeure de littérature, j'ai consacré ma vie à cet enfant. J'ai économisé chaque centime, vendu des bijoux de famille, hypothéqué ma maison pour l'aider après son divorce. Et voilà comment elle me remerciait. Au lieu de me laisser abattre, j'ai décidé de me battre. J'ai mobilisé autour de moi un cercle d'alliés fidèles. François Lemercier, le notaire et ami de longue date de mon défunt mari. Maître Fournier, l'avocat qui m'a fourni cet enregistreur numérique devenu mon arme secrète. Antoine Dubois, l'agent immobilier qui a dissuadé Emmanuel de vendre ma maison en lui présentant une estimation ridiculement basse. Claudine Moreau, l'assistante sociale spécialisée dans la protection des personnes âgées. Et bien sûr, ma fidèle amie Sylvie, témoin de ma vie, depuis plus de 60 ans. Pendant 3 mois, Emmanuel a tissé sa toile. D'abord les suggestions innocentes sur les avantages de la maison des aînés, puis les inquiétudes feintes sur ma sécurité, ma santé. Enfin, les manœuvres plus agressives, tentatives d'évaluation médicale forcée, préparation d'un dossier pour me mettre sous tutelle, création d'une chambre dans sa nouvelle maison, équipée comme pour une personne handicapée. À chaque étape, j'ai feint l'ignorance, la confusion parfois, tout en documentant méticuleusement ses actions. Chaque conversation enregistrée, chaque document photographié devenait une pièce du dossier que nous constituions contre elle, non pas pour la détruire, mais pour me protéger. Ce fameux dîner à la résidence Les Peupliers a marqué le tournant de notre affrontement silencieux. La découverte dans son bureau des documents prouvant ses intentions, demande d'admission à la maison des aînés, brochure sur la mise sous tutelle, a confirmé mes pires craintes. Ma fille était prête à me dépouiller de mon autonomie, de ma dignité, pour s'approprier ma maison. Le moment de vérité est arrivé lors de ce déjeuner où je l'ai confrontée, en présence de ma petite fille Camille. La révélation de la clause spéciale du contrat de propriété, ce piège que j'avais tendu en prévision de sa trahison, a fait l'effet d'une bombe. Sa maison luxueuse, qu'elle croyait posséder sans condition, pouvait lui être retirée à tout moment si elle persistait dans ses tentatives de me placer en institution contre mon gré. Ce qui m'a le plus touché, ce n'est pas sa défaite, mais les larmes sincères qui ont suivi. Ces larmes de honte, de regret peut-être, qui m'ont rappelé qu'au-delà de la femme calculatrice qu'elle était devenue, Emmanuelle restait ma fille, cet être que j'avais porté, nourri, aimé inconditionnellement. « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, maman », m'a-t-elle dit. Cette phrase simple contenait tant de vérité. Que nous arrive-t-il à tous au fil des années pour que nous perdions de vue l'essentiel? Comment les valeurs que nous transmettons à nos enfants peuvent-elles se dissoudre dans cette course effrénée à la réussite matérielle, au statut social? Notre réconciliation n'était qu'un début, bien sûr. Un simple « désolé » ne peut effacer des mois de manipulation. Mais c'était un premier pas. Et la présence de Camille, ma petite fille, avec sa détermination à devenir avocate pour défendre les personnes vulnérables, me donnait espoir pour l'avenir. Cette histoire que je vous ai racontée n'est pas unique, malheureusement. Combien de personnes âgées aujourd'hui subissent ces pressions, ces manipulations,
sans avoir les ressources intellectuelles, financières ou relationnelles pour se défendre. Combien se retrouvent placés contre leur gré dans des institutions, dépouillés de leurs biens, de leur liberté, de leur dignité. À travers mon témoignage, je voulais faire passer un message. Vieillir n'est pas devenir invisible ou manipulable. L'âge n'enlève rien à notre valeur en tant qu'être humain, à notre droit de décider pour nous-mêmes, de vivre selon nos choix. Les rides sur notre visage racontent une histoire, celle d'une vie riche d'expériences, de joie, de peine, de sagesse accumulée. Si vous qui m'écoutez êtes dans une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Cherchez de l'aide, informez-vous sur vos droits, n'ayez pas honte de vous défendre. Et si vous êtes plus jeune, pensez à vos parents, vos grands-parents. Respectez leurs choix, même s'ils diffèrent des vôtres. L'amour véritable n'est pas de décider pour l'autre ce qui est bon pour lui, mais de l'accompagner dans ses propres décisions, de le soutenir dans sa liberté. Aujourd'hui, je continue à vivre dans ma maison de la Croix-Rousse, entourée de mes souvenirs, de mes livres, du cerisier que Pierre a planté pour la naissance d'Emmanuel. Chaque jour est un cadeau que je savoure pleinement. Emmanuel vient me voir régulièrement, sans arrière-pensée désormais. Nous reconstruisons lentement notre relation sur des bases plus saines, plus respectueuses. Et Camille, ma merveilleuse petite fille, est devenue mon plus fervent soutien, la gardienne de ma liberté. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une façon ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, nous partageons des témoignages comme le mien, des histoires de vie qui peuvent sembler ordinaires, mais qui contiennent toutes une part d'extraordinaire, des récits de courage, de résilience, de sagesse qui méritent d'être entendus, préservés, transmis. Votre soutien est vital pour notre chaîne. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque commentaire nous encourage à continuer cette mission de mémoire, de partage intergénérationnel. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous vécu une situation similaire? Comment l'avez-vous gérée? Qu'auriez-vous fait à ma place? Vos réflexions enrichissent notre communauté et montrent que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves. Je vous invite également à visiter nos autres vidéos. Vous y découvrirez des témoignages tout aussi poignants, des leçons de vie qui pourraient vous inspirer, vous réconforter, vous guider peut-être. Si vous appréciez notre travail et souhaitez nous soutenir davantage, sachez que vous pouvez nous aider via le bouton « Merci » sous cette vidéo. Cette forme de donation nous permet de couvrir les frais liés à la production de nos contenus et d'offrir des vidéos quotidiennes de qualité. Votre générosité nous est précieuse et nous permet de continuer à donner une voix à celles et ceux que la société tend parfois à oublier. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, votre présence, votre soutien. À travers cet écran, je sens que nous sommes liés par quelque chose de plus fort que la technologie, une humanité partagée, un respect mutuel, une reconnaissance de la valeur de chaque vie, quel que soit l'âge. Je m'appelle Mathilde Durand, j'ai 68 ans et mon histoire ne fait que commencer. Rejoignez-nous sur Souvenirs de grand-mère pour continuer ce voyage ensemble, pour préserver ces mémoires qui constituent notre patrimoine commun, notre richesse la plus précieuse. À très bientôt pour un nouveau récit de vie. N'oubliez pas, s'abonner, commenter, partager, soutenir. Chaque geste compte, chaque voix mérite d'être entendue.